quelque chose d'unique. C'est que lorsque Trump s'est prononcé, a fait son premier discours de contestation justement des élections, les médias ont considéré en direct qu'il ne disait pas la vérité et l'ont coupé. C'est une grande première parce que je ne sais pas qui est capable de pouvoir dire en direct que quelqu'un dit la vérité ou qu'il ment. Il y a une idéologie, on va dire gauchiste, qui s'est emparée des États-Unis, et pas seulement dans les extrêmes, y compris au sein de la presse mainstream, qui est assez effrayante, mais qui ne représente pas le peuple des États-Unis. Gilles William Gornadel, avocat, écrivain et président d'Avocats sans frontières, constate que les grands médias sont au service d'une idéologie de gauche, mais pas au service du peuple. Après 4 ans de critique du président Trump, ces médias n'ont pas fait preuve de transparence sur le scandale Biden. Selon lui, une idéologie de gauche s'est propagée aux États-Unis aussi bien qu'en France. Un véritable lavage de cerveau qui impacte le monde journalistique, judiciaire et la jeunesse actuelle. Bonjour Monsieur Gornadel. Merci d'être là, ça me fait plaisir de vous accueillir ici. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Écoutez, je m'appelle William Gornadel, je suis avocat et j'interviens dans différents médias, écrits, télévisés. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet des élections aux États-Unis. En fait, Joe Biden s'est déclaré vainqueur alors qu'il n'est pas encore élu. Et les médias ont annoncé la victoire de Biden sans avoir la confirmation officielle. Est-ce que d'après vous, en tant qu'avocat, est-ce qu'on peut appeler cela un coup d'État? Le président Trump est un homme hors de l'ordinaire et qu'on l'aime ou pas, il a été traité de manière extraordinaire au moment de sa propre élection à lui, au moment de la gestion de sa présidence par les médias et même au moment où les sondages les donnaient bâtis. Il avait bien le droit, il avait parfaitement le droit de contester la manière dont les élections se sont passées. Et tant qu'il contestait cela, d'autant plus que sur le plan strictement juridique, ce sont les grands électeurs qui élisent le président aux États-Unis. Donc, sans parler de coup d'État, on peut effectivement reconnaître dans la hâte avec laquelle les médias ont agi, une précipitation qui n'est pas normale. On peut effectivement reconnaître que les médias ont été de parti pris. Il n'y a aucun doute que les médias ont été de parti pris. Il n'y a aucun doute que les sondages ont été largement bidonnés. Vous avez constaté qu'il y a une censure des médias, il y a un contrôle média. Oui. Comment vous interprétez ce phénomène? C'est-à-dire les grands médias, c'est biaisé. Je pense, je suis très sévère envers la presse américaine, très sévère. Quand on regarde les grands médias, d'abord, il s'est passé quelque chose que j'ai d'ailleurs écrit dans le Figaro, quelque chose d'unique. C'est que lorsque Trump s'est prononcé, a fait son premier discours de contestation justement des élections, les médias ont considéré en direct qu'il ne disait pas la vérité et l'ont coupé. C'est une grande première parce que je ne sais pas qui est capable de pouvoir dire en direct que quelqu'un dit la vérité ou qu'il ment. C'est un précédent extrêmement fâcheux si une télé peut se permettre en direct d'interrompre quelqu'un parce qu'elle prétend à tort ou à raison qu'il ment. Que la télé privée mette un bandeau, qu'ensuite, à la limite, le journaliste conteste ce qui vient d'être dit, c'est parfaitement recevable. Mais que la télévision puisse se permettre d'interrompre un discours en direct, a fortiori celui du président des États-Unis, c'est une grande première. Ajoutez à cela tous les fake news que l'on a constatés, le politiquement correct
du New York Times qui décide d'écrire blanc avec un B minuscule et noir avec un N majuscule. Donc, on voit bien que la presse libérale américaine a franchi un cap qui est un cap extrêmement inquiétant, qui fait d'ailleurs qu'il y a une très grande défiance dans le public américain. Le public américain ne croit plus dans sa presse. Le succès populaire, notamment de Trump, vient du fait qu'une grande partie des gens ne croient plus du tout à ce qui est dit ou imprimé. Voilà. Et du coup, justement, d'après vous, les grands médias et les GAFA aux États-Unis, ils ont ouvertement censuré le président Trump. Pourquoi cette haine? Écoutez, je pense qu'il existe une idéologie qu'on connaît d'ailleurs en France. Il ne faut pas croire. La France, d'ailleurs, imite beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. Mais il existe une idéologie qui s'est emparée des États-Unis et qui devient folle. N'oubliez pas ce qu'on appelle la cancel culture, la culture de l'annulation. Ceux qui veulent casser les statues, y compris du père fondateur, y compris de Christophe Colomb. Il y a une idéologie, on va dire gauchiste, qui s'est emparée des États-Unis, et pas seulement dans les extrêmes, y compris au sein de la presse mainstream, qui est assez effrayante, mais qui ne représente pas le peuple des États-Unis, de la même manière qu'aujourd'hui, en France, eh bien écoutez, le peuple français est très éloigné du prêchi-prêcha, du sermon, de ce qu'on veut expliquer au sein des médias mainstream. Il y a une sorte de monde virtuel qui vit comme ça, qui arrive un peu à influencer malgré tout l'opinion, mais de plus en plus, l'opinion elle-même n'est plus influençable, elle ne croit que les réalités. L'opinion, vous savez, lorsque on pose des bombes quelque part et lorsque des islamistes posent des bombes quelque part, des islamistes qui sont issus de l'immigration, les médias mainstream peuvent toujours expliquer que l'immigration, c'est quelque chose de formidable. Le peuple n'y croit pas. Mm-hmm. Le peuple ne croit que la réalité. Mm-hmm. Et d'après vous, c'est qui est derrière pour contrôler ces médias? Je crois pas. Vous savez, j'ai écrit plusieurs livres là-dessus. Il ne faut pas croire. Il n'y a pas un complot. Il y a une force idéologique assez puissante qui a d'ailleurs réalisé une sorte de lavage de cerveau depuis 30 ans au sein de la population française et notamment au sein de sa jeunesse. Il y a beaucoup de Français qui ne se sentent plus français. Vous avez beaucoup de Blancs qui sont un peu honte d'être Blancs. Ça, certes, donc il y a eu un phénomène de décérébration idéologique, mais il n'y a personne derrière. La réponse que je peux vous dire, c'est une réponse sociologique. C'est-à-dire que cette idéologie-là, elle est très puissante au sein des journalistes, elle est très puissante au sein du monde judiciaire, mais en dehors de ça, elle est assez peu puissante. La réalité, elle est là. Vous savez, la réalité, elle est quand même plus forte que l'idéologie. Mm-hmm. Et quand vous dites idéologie, est-ce que vous voulez dire c'est influence du communisme? Écoutez, disons que les vieux réseaux du communisme ont fait peau neuve, si c'est le cas de le dire. Le communisme avant était un marxisme qui était basé essentiellement sur la lutte des classes, mais il n'y a plus d'ouvriers en France. Il n'y a plus d'ouvriers. Les Français ne fabriquent plus rien. Donc la lutte des classes a été remplacée par une sorte de lutte des races où les minorités raciales ou les minorités sexuelles sont censées être victimes. Et la majorité, c'est-à-dire le mâle blanc hétérosexuel, est censé être le bourreau. Alors certes, les minorités ne sont pas traitées de la même manière. Il ne vous échappera pas à vous que la minorité asiatique n'est pas traitée de la même manière que la minorité maghrébine. Et aux États-Unis, la minorité asiatique n'est pas traitée de la même manière que la minorité noire. Donc les minorités ne se valent même pas entre elles. Mm-hmm. Et
Par exemple, selon les sondages le plus récents, 80% des électeurs de Trump, ils considèrent que l'élection a été volée par les démocrates. En fait, ils pensent que Joe Biden ne sera pas considéré comme élu légitime. On peut évidemment se mettre à la place de Trump et d'un électeur de Trump. Il a élu il y a 4 ans un président. Le président n'avait pas encore prêté serment que déjà il y avait des milliers de personnes qui manifestaient à Washington pour contester sa légitimité. Pendant 4 ans, on a considéré que c'était un président fou et illégitime. À la fin, les médias ont exagéré ses défauts et ont complètement minimisé les défauts de Biden. Vous vous rendez compte que Biden, pour ne prendre qu'un seul exemple, Biden est poursuivi pour plusieurs affaires sexuelles. Je ne sais pas du tout quoi penser du sérieux des affaires sexuelles qui sont reprochées à Biden. Si ça se trouve, ça ne tient sur rien. On sait qu'il a reconnu lui-même être un peu tactile, M. Biden, mais ça n'en fait pas un violeur. Mais quand vous comparez le silence qui a couvert les procédures contre Biden, à la manière dont, par exemple, l'un des membres de la Cour suprême des États-Unis, un conservateur qui s'appelle Kavanaugh, lorsqu'il s'est présenté à la Cour suprême, les manifestations qui ont eu lieu pour empêcher son élection parce que 30 ou 40 ans avant, une étudiante croyait se souvenir qu'il lui avait fait quelque chose, quelqu'un qui a le sens de la justice ne peut que comparer la différence de traitement. C'est effectivement, vous faites un peu devenir les gens fous devant la différence de traitement. C'est possible, il y aura une sanction vis-à-vis des médias qui ont propagé des fausses informations? Écoutez, c'est pas comme ça que les choses vont se passer. On va, en vérité, ce que j'imagine à peu près, d'abord, il est très possible que M. Biden n'ait pas la majorité au Sénat. Il est très possible que M. Biden, au bout de quelques mois, soit beaucoup moins populaire. On sait qu'il est très âgé, je ne dis pas qu'il est sénile, mais enfin, il n'est pas quand même, son esprit n'est pas extrêmement affûté. On peut imaginer que la gauche démocrate, très vite, soit mécontente de Biden. On peut imaginer que la presse américaine elle-même commence à le critiquer. On peut imaginer que les affaires sexuelles que l'on a étouffées reviennent justement au devant. Je ne pense pas que l'état de grâce de M. Biden dure très longtemps. En fait, normalement, la presse est censée être un pilier fondamental d'une démocratie. Et alors que maintenant, les grands médias américains sont devenus un outil de contrôle, un peu comme la Chine. Comment vous... Oui, je pense que vous n'avez pas tort, mais alors, il y a pour l'instant Internet. Internet, avec ses qualités et ses défauts, a quand même le mérite d'empêcher la presse mainstream d'occulter complètement la réalité. Les scandales sortent, on sait à peu près ce qui se passe. Malgré les tentatives des GAFA de pouvoir un tout petit peu occulter aussi la réalité de par le politiquement correct, je pense qu'il y a quand même pour l'instant le rééquilibrage grâce à Internet. À travers cette élection, on a vu socialistes ou communistes, ils ont utilisé les méthodes de fraude ou des menaces de violence. Qu'est-ce que vous voyez ce phénomène? Écoutez, on a bien vu après l'affaire George Floyd, qui a été exploitée invraisemblablement, quand je pense que l'un des grands mots du gauchisme, c'est quand on dit qu'une affaire est instrumentalisée. Mais c'est incroyable comment l'affaire Floyd a été instrumentalisée
au plan planétaire. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. D'après vous, quelle est la raison la France est devenue, ou même les pays occidentaux sont devenus peu à peu comme ça? Je pense encore une fois que l'idéologie qui a décérébré l'État-nation occidental a perdu sa force de résistance, sa légitimité, par exemple, à avoir des frontières. Non plus de frontières. L'Europe supranationale a d'une certaine manière cassé la légitimité de chaque État-nation à pouvoir faire que ses frontières sont respectées. On voit donc une immigration massive, invasive, rentrer sans grande résistance dans les pays. Ajoutez à ça la question islamique, ajoutez à ça la question de l'islam radical, et vous avez la triste situation qui tourne à une sorte d'hystérie. Je veux dire par là que aujourd'hui, le français est victime d'une sorte de grande maladie de l'âme, de la psychologie humaine, je veux dire, qui d'une certaine manière, sape ses résistances. La légitimité de l'État-nation, la légitimité de la police que l'on considère comme raciste et qui utiliserait la violence, eh bien, fait que vous sapez complètement un pays. Je suis très inquiet de ce point de vue-là. Mm-hmm. Et au niveau des médias français, les grands médias français sont en majorité gauche? Dans une mesure moyenne, oui. Le mainstream, en tous les cas sur les télévisions publiques, oui, complètement, sans grand esprit de pluralisme, vraiment. Et dans la presse écrite, vous avez des journaux très à gauche comme Libération et Le Monde, et un journal qu'on va dire de centre-droit comme Le Figaro. Ok. Et comment vous voyez l'élection 2022 en France? C'est 2022. Difficile. Je pense que nous allons avoir à faire à une période d'autant plus difficile que nous allons entrer dans une période économique, une crise économique grave en raison justement du Covid, et que en période de crise économique, la démagogie, et notamment la démagogie gauchiste, notamment violente, qui a la maîtrise de la rue. Il n'y a que l'extrême gauche qui est la maîtrise de la rue. Très clairement, il peut y avoir une sorte d'alliance entre l'extrême gauche et les banlieues, avec un pouvoir qui est un pouvoir quand même relativement faible. Tout peut arriver. Mmh. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, justement, changer un peu la situation actuelle? Combat culturel, madame, j'en connais pas d'autres. Ce que je fais tous les jours, et en ce moment encore. Je ne vois pas d'autre solution, mais vous savez, encore une fois, la majorité du peuple français pense exactement comme moi. La réalité, elle est là. Il ne faut quand même pas perdre de vue cela. Aujourd'hui, ce que je dis est approuvé par la très grande majorité des Français. On ne me montre plus du doigt. Hein. Ce que je dis ne tient plus du courage intellectuel extraordinaire comme il y a seulement 10 ans. Je suis presque dans la banalité. D'accord. Ben, merci beaucoup, monsieur. Mais je vous en prie. Je vous en prie. À bientôt, madame.